On va continuer avec les informations, les amis. Sarah Knafo. Bon, les journalistes, j'ai vu quelques extraits sur Twitter, mais je voulais pas trop me spoil. Mais en gros, les journalistes, ils essayent un petit peu de titiller en mode Sarah Knafo plutôt que Éric Zemmour à la présidentielle. Oh. Oh. Après, en vrai, le chat. On écoute. La présidentielle, c'est à pile ou face, c'est le soir, vous en parlez dans la cuisine, comment vous faites? Alors on parle de tout, carrément. mais pour ce qui est de cette candidature, moi je souhaite qu'il soit candidat. Attends, ça c'est l'extrait, ça. On a vu avec les municipales, Pas de bonne analyse politique. on a vu avec les Pipi coup de municipales caca à en Paris, haut, ouais, c'est indépendamment des points d'accord ou de désaccords qu'on peut avoir, indépendamment du fond, bah vous étiez meilleur en campagne que lui et que vous êtes meilleur pour l'exercice. Sarah Knafo est avec nous, députée européenne Reconquête. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour à tous. Première chaud, chose, hein. est-ce que vous faites ça à pile ou face? Vraiment Pile ou chaud. face Entre. Entre Éric Zemmour et vous, la Ah, je m'y candidature. attendais. Je me suis dit que vous alliez peut-être me surprendre, mais vous m'avez pas surpris. La candidature à la présidentielle, c'est à pile ou face, c'est le soir, vous en parlez dans la cuisine, comment vous faites? Alors on parle de con, tout, quoi. mais pour ce qui est de cette candidature, moi je souhaite qu'il soit candidat, donc il n'y a pas besoin de tirer à pile ou face. C'est Bah, sûr, Ça serait un moins bon candidat quand même. Pourquoi? Bah parce qu'on a vu en 2022 qu'Éric Zemmour, on a vu qu'en 2022 Attention, Éric là c'est Zemmour pas à pile ou face. n'était pas très bon dans l'exercice, voilà, que c'était un bon Ah, d'accord, c'est journaliste, votre avis. un bon polémiste, mais qu'il n'était pas bon dans l'exercice politique, voilà, ça a été un Ah, échec. ça, c'est votre Et avis. on a vu, enfin c'est mon analyse, on a vu C'est avec votre les avis de philosophe. municipales, Pas de bonne analyse politique. on a vu avec les municipales à De Paris que, philosophe. indépendamment des points d'accord ou de désaccords qu'on peut avoir, indépendamment du fond, bah vous étiez meilleur en campagne que lui et que vous êtes meilleur pour l'exercice. Bah écoutez, c'est pas grâce à un compliment que je vais oublier la critique que vous venez de faire sur la campagne de 2022 parce que je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'au contraire, il a surpris tout le monde, notamment par sa capacité d'être un orateur en meeting. On a vu d'autres politiques qui étaient prétendument des politiciens de métier. Valérie Pécresse, j'ai pas envie d'être cruel ni de rappeler des mauvais souvenirs et de remuer le France TV a essayé de la rendre mainstream en la filant avec Thierry Marx. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient pas mal de politiques. Je voulais réagir à ça en stream, mais vas-y, ça date d'une semaine maintenant. Je pense que vous l'avez tous regardé. Ils ont essayé de la mainstreamiser, France Télévisions, rendre sympathique Sarah Knafo. En fait, pour eux, c'est plus facile. Alors, les gars, j'ai un avis, hein. J'ai un avis. Vous allez me dire que je suis fou, hein. Mais je pense qu'il y a un peu de sexisme là-dedans. En mode glamouriser Sarah Knafo. En fait, c'est plus facile de rendre glamour, mainstreamiser Sarah Knafo, la rendre sympathique que Éric Zemmour avec son ton un peu énervé, sa calvitie naissante, son pif, son visage un peu énervé, aigri. Je sais pas si vous avez la vision, les mecs. Est-ce que vous avez la vision ou pas? Que le petit lutin, je vois. Est-ce que vous avez la vision? C'est plus facile de rendre Sarah Knafo sympa que Éric Zemmour, les gars. Vraiment, hein. Vraiment. Les détails, oui, désolé des détails. Désolé des détails. La politique, c'est aussi de la séduction. Bien sûr. Putain, mais vous êtes grave. Genre, Mélenchon, il est pas énervé. Bah après, Mélenchon, c'est un acteur de la vie politique qui a participé à plusieurs élections présidentielles. Je pense que c'est vraiment... Mélenchon, il est sympathique. Il est souvent sympathique en interview, les mecs, hein. Des fois, il a des dérapages comme tous les acteurs politiques, mais la plupart du temps, Mélenchon, il a une grande sympathie envers les personnes qui l'interrogent. Hein. Après, ça dépend, encore une fois, des journaux, hein, ça dépend. dans la plaie, mais je pense au Il a contraire fait un que sa meilleur campagne de 2022 a énormément fait avancer des sujets, donc ça c'est sur le fond, que sur la forme, il a été un très bon candidat au contraire, et je disais sur le fond, les sujets qui ont avancé. Ça s'est pas vraiment vu dans les résultats. 7% pour la Vous première faites fois. un meilleur score à Paris que lui à la présidentielle. Bah, vous comparez avec une ville, moi je suis très fier de mon score, et encore une fois je vous remercie de me faire des compliments, mais je tiens quand même à J'essaye dire, d'être honnête intellectuellement. en 2022, faire 7,5% des C'est voix, un 2 millions suceur, et demi lui. d'électeurs, pour une toute première candidature, quand la candidate des LR fait 4%, quand la candidate du Parti Socialiste fait 1,87%, on peut quand même se dire qu'il y a une réussite. Ensuite, est-ce qu'on aurait préféré mieux? Bien sûr. Est-ce que j'aurais préféré qu'on soit d'ores et déjà à la tête de l'État et qu'on mette en œuvre notre programme? C'est l'objectif. Donc je ne vais pas me satisfaire de ce qu'on a fait en 2022. Et évidemment qu'il va falloir faire mieux. Maintenant, qu'est-ce que ça a engendré 2022? Comment faire mieux? Qu'est-ce que ça a engendré 2022? On a vu à quel point les idées de droite, nos idées, avaient avancé grâce à cette campagne. Ça, je pense que vous serez d'accord, parfois pour le déplorer, mais en revanche, tout le monde s'accorde à dire, depuis la campagne d'Éric Zemmour en 2022, il y a un avant et un après sur ce qu'on peut dire en France, sur la liberté qui est la nôtre. Aujourd'hui, quand je vois qu'au Parlement européen, peut-être qu'on en reparlera, on a voté pour durcir les conditions d'accueil des migrants, pour faciliter l'expulsion des migrants qui sont sur notre territoire, et quand je vois que toute la droite... Avec des centres de rétention extérieurs, hein, notamment. Exactement. Ok, mais aucun rapport avec Éric Zemmour. Enfin, si les Allemands, si la droite allemande vote pour ça, aucun rapport avec la candidature d'Éric Zemmour. Là où vous avez raison, c'est là où ils ont raison, enfin là où Sarah Knafo elle a raison, les amis, hein, c'est que ok, là où elle a raison sur un point, hein, ok, Zemmour il a perdu, il a fait 7%, mais les amis, hein, en termes politiques, il a réussi à installer des sujets où, à l'ancienne, hein, les gars, je vais vous dire la vérité, hein, avant, t'avais certaines phrases qui auraient choqué les journalistes.
Aujourd'hui, elles sont discutées sur les plateaux télé, sur BFM TV, sur CNews, etc. hein. Éric Zemmour, il a réussi à rendre des sujets clivants mainstream. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez? Il y avait certaines obsessions qui étaient uniquement à l'extrême droite et maintenant t'as des plateaux télé, genre Marshall et Truchot, qui ouvrent le plateau avec un sujet choquant, mais qui arrive à être rendu mainstream de par les journalistes. Pouah, la politique, elle a changé. Comme Mbappé, ouais, exactement. Le football, il a changé. La politique, elle a changé, mon gars. Eh oui. Que je considère qu'il y a une grande vague occidentale et qu'on en est Il a la fini devant le représentation française. PS, et oui, Je dis c'est pas que vrai. tout ce qui se passe partout dans le À monde. partir du moment où il a fini devant le PS et devant LR, ça veut dire, oui, les amis, Éric Zemmour a gagné, entre guillemets, le droit à avoir tous ces sujets de fils de pute, désolé pour les gros mots, sur les plateaux télé. Elle est là, sa victoire, finalement. Elle est là. Et du fait de Reconquête et de notre parti. Il faut bien sûr savoir raison garder. En revanche, je pense qu'on est la représentation Raison garder, française de elle aime cette trop dire grande ça, vague qu'on voit partout en Europe et plus globalement partout en Occident. Mais justement, donc Éric Zemmour, il se déclarera quand? Moi, je vais pas déclarer sa candidature à Non, sa non, je sais place, pas, mais. donc il se déclarera quand il aura décidé. En revanche, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un pile ou face. Ok. Est-ce que vous allez répondre à l'invitation de Laurent Wauquiez, qui va organiser un rassemblement d'Édouard Philippe à Éric Zemmour, un rassemblement des droites pour réfléchir? Est-ce que vous êtes ok avec ça? Ouais, pourquoi pas? Moi, je suis toujours d'accord pour discuter, réfléchir. Et je vous dis ce qui s'est passé au Parlement européen. Le vote avec toute la droite, c'est exactement ce que je défends. De dire qu'on est à une situation aujourd'hui tellement grave dans notre pays qu'il va falloir trouver un dénominateur commun entre tous les Français qui partagent ces idées, entre tous les Français qui sont d'accord, par exemple, pour dire qu'il faut en finir avec ce modèle migratoire, en finir avec ce modèle socialiste de toujours augmenter les dépenses publiques et de toujours augmenter les impôts. Si on arrive à trouver un dénominateur commun avec ceux qui le partagent, je suis toujours d'accord pour discuter. Je voulais connaître votre... Alors, ouais, c'est Laurent Wauquiez qui a balancé cet appel. Bon, les mecs, je ne pense pas qu'Édouard Philippe va tendre la main à Sarah Knafo. Je ne sais pas comment ça va se passer pour l'Union des droites, mais évidemment, l'objectif quand même du parti d'Éric Zemmour, c'est de servir de moteur à toute la droite, en quelque sorte. S'il y a une fusion des droites, on est cuit. Après, les amis, une fusion des droites, autour de qui? Autour de quoi? C'est ça la question aussi. Parce que Édouard Philippe, qui est l'enfant de Macron, sera potentiellement à la tête de l'État parce qu'il est ultra favori par rapport à Éric Zemmour. Est-ce que Sarah Knafo aura envie de bosser avec un macroniste? C'est pas sûr, mon gars. Les seules personnes qui sont aptes à bosser avec Édouard Philippe, ce sont LR. Donc ce sont les Bruno Retailleau, les Laurent Wauquiez. Est-ce que Éric Zemmour va bosser avec un Édouard Philippe alors qu'il a combattu sa politique? Je sais pas, mon gars. Je suis même pas sûr, hein. Après, si Éric Zemmour ne gagne pas la présidentielle, ses idées peuvent être récupérées par du Édouard Philippe, Bruno Retailleau, je ne sais pas quoi. Bon, là, il aura en quelque sorte gagné, en quelque sorte gagné des points. Gabriel Attal aussi. Mais Gabriel Attal, il va jamais... En fait, Gabriel Attal a plus la capacité, non, a plus la facilité de bosser avec le PS qu'avec l'extrême droite, en fait, hein. Gabriel Attal, c'est le mec le plus compatible avec le PS, finalement, les mecs, hein. Donc on verra, hein. On verra. Votre réaction à l'affaire Liana, ce qu'a dit hier Emmanuel Macron, au moment où on apprenait que l'autopsie révélait que cet enfant avait été violé par Jérôme Barella, puisqu'on a retrouvé des traces d'ADN, on comprend ce que ça veut dire, quand il a dit il y avait un continent caché, celui des violences faites aux enfants, et maintenant la parole est libérée. Il est à côté de la plaque, le président, ou pas? Totalement à côté de la plaque. Comment dire que c'était un continent caché? Alors pour revenir à la campagne que j'ai menée à Paris, j'ai parlé pendant toute ma campagne municipale de périscolaire parisien. J'ai tenté d'imposer ce sujet dans toutes mes interviews, à chaque fois que je prenais la parole. Et même quand on me disait c'est pas le sujet, je disais je veux y revenir. Vous avez aujourd'hui dans le périscolaire parisien, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, pendant que nous parlons, vous avez des animateurs qui n'ont pas été vérifiés. Vous disiez certains ont le BAFA. Parfois on ne vérifie même pas qu'ils aient le BAFA et s'ils sont inscrits au fichier des agresseurs sexuels. C'est aujourd'hui pendant qu'on parle. Vous avez 70 affaires en cours. Dans les 2 derniers cas qui ont été soumis devant la justice, on a vu les réquisitions, c'était du sursis. 1 an avec sursis. Donc des gens qui seront libres, en liberté, qui n'auront rien pour des cas gravissimes. Alors, de pénétration d'enfants avec des cuillères, par exemple, le cas auquel je pense. Les réquisitions, ce sont juste des propositions. Est-ce que t'as le BAFA pour gérer le chat d'Ofla? Oh putain. Non mais, tu sais qu'on a discuté de cette polémique avec mes potes hier. Bon, il y a des gens qui sont pour plus de répression, etc. Moi, les amis, encore une fois, hein, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un fait divers en France, t'as toujours un acteur politique qui va pouvoir qui va pouvoir sortir une phrase encore plus puissante, encore plus violente. T'avais des Bruno Retailleau qui nous parlaient de cassation chimique. T'as des personnes qui parlent de référendum sur la peine de mort. Il faut la rétablir, je sais pas quoi. Oui, il faut plus de moyens.
Oui, il faut plus de personnel. Oui, il faut plus d'argent. Ça, on veut bien l'entendre. Mais les amis, ça y est, les propositions farfelues comme ça, allez vous faire foutre. Voilà. Allez vous faire foutre. Genre, les propositions comme ça, c'est de la merde. Il n'y a pas besoin de systématiquement ajouter une phrase de fou malade pour espérer récupérer des voix quand même. Un peu de sérieux. Qui sont faites par le parquet, le tribunal peut très bien décider d'aller au-delà. Puisqu'on parle du système de la justice, puisqu'on parle du système de la justice, vous serez d'accord que les réquisitions appartiennent aussi à ce système judiciaire et qu'on est en droit de se poser la question de comment est-ce qu'alors pour moi, c'est le plus grave scandale pédophile du siècle qui est en cours en ce moment dans le périscolaire parisien. Donc dans des structures publiques avec une responsabilité publique qui devrait être engagée. Quelle est la réponse du maire de Paris? Je l'ai entendu avant-hier, peu de temps après que j'ai reparlé du périscolaire parisien, il a dit « J'annonce d'ores et déjà que j'irai au pénal contre tous ceux qui parleront de la responsabilité de la mairie de Paris. » Alors je l'invite à le faire contre moi parce que je vais y revenir. Il y a une responsabilité de la mairie de Paris. S'il veut porter plainte contre moi, qu'il le fasse. S'il tient davantage à sa réputation qu'à la protection de nos enfants, qu'il le fasse. Il a été, monsieur Emmanuel Grégoire, qui a été élu à la mairie de Paris, il a été à la direction... Par retour, on l'a pas entendu pour Betaram, hein. C'est bizarre ça quand même, c'est plus facile d'attaquer monsieur le maire de Paris. J'apprécie pas forcément, hein. C'est plus facile d'attaquer la mairie de Paris que Betaram, hein. Que François Bayrou, hein. Que le gouvernement français. Bizarre, hein. Bizarre. Des ressources humaines de la mairie de Paris, qu'ils viennent nous faire croire qu'il n'y a aucune responsabilité. Non plus, hein. Depuis 2015, vous aviez un rapport. C'est ses collaborateurs. C'est pas lui directement qui a examiné les dossiers. Oui, mais qui est responsable? C'est les personnes morales. Voilà. Un philosophe sait que le principe de responsabilité s'applique aussi à celui qui il y a quand même une hypocrisie de toute la classe politique. Je parle de toute la classe politique, vous y compris, en ce qui concerne la lutte contre la pédocriminalité en France. Le sujet du périscolaire, ça fait 10 ans. Un enfant violé toutes les 3 minutes. Voilà. C'est un scandale sur lequel on se bat au quotidien, les associations, les éducateurs depuis longtemps. Ce que je vous reproche, mais pas qu'à vous, à toute la classe politique, c'est que vous ne réagissez que lorsqu'il y a des scandales. Scandale du périscolaire, tout le monde devient expert. On a l'impression que tous les politiques sont experts sur la lutte contre la pédocriminalité. Affaire Liana, vous êtes expert. À la différence que votre parti, je me suis même dit, heureusement, et c'est cynique ce que je vais dire, hein, que Jérôme Barella n'était pas noir ou arabe. Parce que sinon, certains dans votre parti auraient parlé de francocide. Parce qu'on sait très bien qu'Éric Zemmour utilise le fait que l'islam n'est pas compatible avec la République pour taper sur du musulman. Bah non, je mélange pas tout parce que c'est quelqu'un qui a quand même dit que... On parle d'islam, on parle de pédocriminalité, je suis en train de parler du périscolaire à Paris. Je vous dis que pendant la campagne parisienne, je n'étouffe pas du tout ce que vous dites, au contraire. J'aimerais qu'on parle des enfants. Si vous n'avez pas compris, je vais réexpliquer. Vous réagissez à un scandale. Vous réagissez à un scandale. Vous n'êtes pas engagé au quotidien sur la question, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas choqué. Évidemment que tout le monde est choqué. Mais je vous ai pas entendu parler. Éric Zemmour ne parle que d'émigration. Vous ne parlez pas de la pédocriminalité. Qui parlait du périscolaire parisien? Seulement pendant la campagne, après le scandale. Et après le scandale, qui en parlait? Mais avant le scandale. Qui d'autre? Tout le monde en a parlé après le scandale. C'est totalement faux. Et pourquoi vous dites après le scandale alors que le scandale est en cours? Vous êtes en train de faire de la politique, monsieur. Je connais le sujet, pardon, je suis un peu plus sur le terrain en ce qui concerne ce sujet-là. Donc vous êtes le seul à avoir le droit de parler. Les parents parisiens dont je fais partie n'ont pas le droit de parler parce que monsieur, vous êtes un expert, c'est ça? Donc les parents parisiens connaissent le sujet moins bien que vous. Il a raison, le monsieur, il a raison. Vous ne parlez de ça que quand il y a des polémiques. Vous n'étiez pas là pour Betaram. Vous n'étiez pas là, les amis. MDR Dofla, elle dit périscolaire, mais ils en parlent justement car elle se présentait à la mairie, bien sûr. Mais les gars, si Sarah Knafo n'était pas candidate à la mairie de Paris, elle n'aurait jamais parlé du périscolaire, mon gars. Elle n'aurait jamais parlé de ça. Donc oui, merci monsieur de démasquer Sarah Knafo, parce que oui, il y a une grosse hypocrisie de sa part. Je m'y connais moins. Il a fait le job. Et juste pour finir, après, promis, je vous laisse parler. Ouais. Vous avez réagi dessus et vous avez même porté une parole très sensée. Ça, je ne le nie pas. Merci, mais c'est quand le scandale a éclaté. Merci, monsieur. Or, ça fait plus de 10 ans que l'on se parle. Je vais répondre. Pour le professionnel que vous êtes, moi, ça fait 10 ans, j'ai pas entendu parler de vous. Donc, vous devriez plutôt être content que des gens... Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Si vous êtes sincère sur la question, vous devriez plutôt être content que d'autres voix se joignent à la vôtre, essayent de faire du bruit sur le sujet. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'ai mis les pieds sur un plateau, j'ai essayé de parler de ce sujet du périscolaire parisien et j'ai tenté de l'imposer alors que personne d'autre ne voulait en parler. Et c'est faux de dire... Mais t'as imposé le périscolaire, comme le dit mon ami sur le chat, tu l'as imposé ce sujet parce que tu participais à la mairie de Paris. Si t'étais pas candidat, t'aurais jamais parlé de ça. Arrête, c'est noir. Que tous les autres en ont parlé. Et c'est d'autant plus faux de dire après le scandale, parce que le scandale est en cours. Le scandale est en cours. Donc dire... Il faut réagir après des scandales et c'est ça qui pose problème. Mais vous avez raison. Mais monsieur, vous avez raison. Mais j'aimerais tellement qu'on puisse plutôt empêcher les scandales que venir dire sur le plateau comme je suis choqué. Alors moi, ce que je propose, c'est un fichier public des pédocriminels condamnés par la justice. Que s'est-il passé? Par qui alors? Par tout le monde. Que s'est-il passé aux États-Unis après le meurtre de Meghan, une enfant de 7 ans qui avait été tuée par un de ses voisins que les parents pensaient être un homme de confiance? Sa mère a dit: si j'avais su qui était mon voisin,
ma fille serait encore en vie. Pourquoi? Parce que cet homme avait déjà été condamné 2 fois et qu'il était venu s'installer dans leur voisinage, qu'il accueillait des enfants chez lui, il faisait des goûters, tous les parents pensaient qu'il était sympathique et finalement, il a tué cette jeune Meghan. Après ce scandale, aux États-Unis, ils se sont dit c'est vrai que les familles peuvent avoir le droit de savoir pour des pédocriminels qui sont condamnés, je précise, je dis pas qu'il faut mettre tout le monde dès lors qu'il y a le moindre soupçon évidemment, mais pour des pédocriminels qui sont condamnés par la justice, qu'il y ait leur inscription. Alors moi, désolé, hein, c'est un peu brutal le chat, mais j'avoue, j'aurais pas aimé avoir un voisin pédophile. Voilà, je tiens à le dire. J'aimerais avoir connaissance là-dedans. J'aurais aimé avoir connaissance de qui sont mes voisins. J'avoue, si je suis père de famille, les mecs, hein. Si je suis père de famille, oui, évidemment, je vais faire un peu attention. J'aimerais avoir accès à des fichiers. J'aimerais savoir qui sont mes voisins. Non, c'est un truc à faire, ça. Mais franchement, en fait, l'idée vient de l'extrême droite. Ça me fait chier, évidemment. Mais pour le cas de Barella, en fait, il y a déjà en France, on a déjà un fichier pour les délinquants sexuels. Il y a déjà un fichier en soi. Je crois que la justice a accès à ces fichiers. L'administration française aussi. Donc, si tu travailles dans le périscolaire, il faut que ton casier soit vierge. Mais je ne sais pas si l'employeur du privé a le droit à accéder à ce fichier. Je ne sais pas si le bailleur social dans un appartement a le droit aussi à ce fichier. Mais moi, si je travaille dans le privé, j'aurais pas aimé avoir un collègue de travail pédophile, les mecs, hein. J'aimerais pas avoir tu bois du café, tu prends ton repas à la cantine avec un collègue de travail pédophile. Ah, c'est bizarre quand même, hein. Ah, ça fait peur quand même, les gars. Peut-être que je vais trop loin dans mes propos. Mais moi, j'avoue, je prendrai jamais de pincettes, les mecs. Je prendrai jamais de pincettes avec les pédophiles. Je prendrai jamais de pincettes. Oui, je les discrimine, les pédophiles. Oui, je les discrimine. Peut-être que c'est pas bien, mais c'est pas normal d'aimer les enfants, les mecs. C'est pas normal, c'est pas normal. Peut-être que je suis dans l'erreur, mais c'est pas normal d'aimer les enfants. C'est pas normal. C'est pas normal, wesh. On a ça aux États-Unis avec les délinquants sexuels. Les entreprises se savent. Tu peux voir qui a été condamné à côté de chez toi, etc. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, j'ai envie de te dire oui. Parce que même si ça vient des États-Unis, sur le papier, c'est pas une mauvaise idée de savoir qui sont véritablement tes voisins. Par exemple, moi je m'en fous que mon voisin il vote à droite. Moi je m'en bats les couilles. Ok, si le mec il a un propos raciste envers moi, ben je lui casse la gueule, on se tape et voilà, et après on va au tribunal et peu importe. Mais là je parle de mes enfants. Dans le cas où j'ai des enfants, mon gars, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Tu peux aimer des enfants, mais si tu es attiré sexuellement par une petite fille, mais va te faire enculer, va te faire soigner, mon gars. Forcément, on n'a pas envie d'être au contact de gens comme ça, mais il faut bien qu'ils se réinsèrent d'une manière ou d'une autre. Le problème, Slamrax, et enchanté, salut à toi. Tu veux insérer ces mecs-là dans la société. Il y a un mec qui a été inséré. Eh ben, il a tué une petite fille. Tu veux faire quoi avec des mecs comme ça, mec? Tu veux faire quoi avec des mecs comme ça? C'est pour ça que le débat du village pour pédophiles, il y a un truc qui existe, il y a un endroit qui existe en France, mais c'est plus pas une prison, mais un hôpital. Je sais pas exactement comment on peut appeler ça, mais moi je préfère dire village pour pédophiles. Eh, allez, partez là-bas et cassez pas les couilles. Voilà. Je suis pas là pour généraliser, je dis simplement que là je parle un peu avec l'émotion. Donc prenez pas pour argent comptant ce que je dis, les mecs. Et pour le cas de la pédophilie, j'ai aucune pitié. Voilà, j'ai aucune peine, les mecs. Je suis désolé, j'ai aucune peine. Voilà. J'ai aucune peine, les mecs, j'ai aucune peine. Désolé. Sur un fichier avec leurs photos, avec les faits qu'ils ont commis, les crimes qu'ils ont commis, et que chacun puisse le consulter. Par exemple, un directeur de collège, ou alors une famille qui a un doute, moi, je peux pas, quelqu'un qui doit embaucher pour sa colonie de vacances, vous en parliez tout à l'heure. À condition que ce soit un métier lié aux enfants. Pas forcément, non. Également les parents, pour ceux qui sont condamnés. Quand je vois aujourd'hui, on est dans une société de la transparence, et à certains égards, c'est très bien. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, on a le droit, par exemple, de savoir la production carbone de n'importe quel produit qu'on achète, les ingrédients qui se trouvent dans chacun de notre pot de yaourt, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de savoir qui est-ce que nos enfants fréquentent, et si notamment une personne a été condamnée pour des faits de pédocriminalité? Je pense que s'il faut choisir entre la vie privée des pédocriminels et la sécurité de nos enfants, moi je choisirais. Alors justement, l'avocat, Maître Pégon. Ça sous-entend quand même qu'on laisse les pédocriminels dehors et qu'il n'y a pas de... Si vous voulez qu'on les enferme à vie, oui, voilà, je serais tout à fait d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, quand vous voyez que vous avez des pédocriminels qui sont condamnés à 1 an avec sursis, comment ce monsieur soit sur une liste publique? Alors, je pense, Madame Knafo, qu'il faut dépasser un peu le registre émotionnel, parce que bon, légiférer sur l'émotion, ça a jamais fait, de bonnes choses. Maintenant, il faut qu'on soit dans l'évaluation des Oh my god, je suis d'accord avec elle, ça m'énerve. Vous parlez d'un fichier public qui serait donc consultable par toute instance. Par tout le monde public. Comme Sauf qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a un fichier qui existe déjà, le FIJAIS, et qui n'est pas. Moi, je cherche juste plusieurs choses. Où est la cohérence juridique? Parce que si vous voulez que ce soit uniquement sur des personnes qui sont condamnées
pour des faits de pédocriminalité, pourquoi alors on ne mettrait pas dans ce fichier tout ce qui est auteur de violences conjugales, multirécidiviste, terroriste, etc. Donc pour moi, première question, pourquoi il n'y aurait pas une cohérence juridique et que ça engloberait plusieurs choses? Parce que c'est pas pareil. Tu laisseras peut-être Mme Knafo répondre à sa place, puisque c'est pas toi qui fais la proposition. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant. Deuxième chose, vous parlez de cette Megan's Law, puisque donc vous vous inspirez du modèle américain, mais elle existe depuis 1996. Ce fichier existe depuis 1996, puisque cette affaire remonte à 1996. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a assez de recul, alors que ça fait 30 ans qu'elle existe? Est-ce qu'il y a assez de recul et est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur le fait que ça a fait baisser la pédocriminalité ou les violences faites sur les enfants? Je ne crois pas. J'ai fait des recherches et j'ai bien vu que malheureusement, ça n'avait pas fait baisser. Donc vous vous inspirez d'un modèle américain qui finalement n'a pas porté ses fruits comme vous l'espériez. Je vais vous répondre. On sait qu'il y a plus de 100 000 agressions sexuelles sur des enfants. On sait que beaucoup sont commises dans le cadre familial. Donc pour ces affaires-là, vous avez raison, c'est pas du tout le fichier public qui va pouvoir empêcher des agressions commises dans le cadre familial. En revanche, là où la société peut avoir un rôle, c'est d'empêcher qu'un enfant puisse croiser un pédocriminel notoire, par exemple sur le trajet de l'école, comme c'est le cas d'Iliana, ou par exemple dans l'enceinte de l'école, comme c'est le cas du périscolaire. Je finis juste sur ça. Dans ce cas-là, si on peut en éviter certains, vous avez raison, ce ne sera pas la majorité parce que la majorité, c'est le cadre familial. Si on peut en éviter certains, si on peut donner un outil qui va rassurer les parents, moi je suis pour. Et je considère que c'est une bonne mesure et qu'il faut aller vers là. Aux États-Unis, quand vous avez eu l'affaire Megan's, beaucoup de parents se sont dit « j'aimerais pouvoir vérifier si quelqu'un sur lequel j'ai un soupçon appartient ou non à ce fichier. Ça peut aider, ça peut sauver des vies. » La mère de Meghan a dit « ma fille sera encore vivante ». Je pense que les parents d'Iliana, je pense que les parents d'Iliana pensent aujourd'hui, non parce qu'il n'était pas condamné, mais je pense qu'ils auraient aimé savoir qui c'était. Et le problème, c'est précisément le problème. Alors là, j'en arrive parce que vous avez parlé du FIJAIS. Doucement les filles, doucement. Vous avez en effet un fichier qui n'est pas public et que les forces de l'ordre auquel les forces de l'ordre peuvent accéder. Je propose que sur ce fichier, vous ayez également les procédures qui sont en cours. Pas un fichier public, encore une fois, c'est quand quelqu'un est condamné qu'il est sur un fichier public. Je vous le dis, à partir du moment où vous êtes mis en examen, le magistrat instructeur a la possibilité de vous faire inscrire d'ores et déjà, alors que vous êtes juste au stade de la mise en examen, d'être inscrit dans ce fichier. Donc ça veut dire que ça serait pour des procédures en cours. Mais là, vous avez bien vu que, y compris dans ce fichier, on l'avait toujours pas dans ce dossier, on l'avait toujours pas entendu. 9 mois après les faits, en août de l'année dernière, on apprend que ce monsieur, qui pourtant était un récidiviste, alors pas au sens pénal puisqu'il n'avait pas été condamné, mais dont on avait déjà des dossiers en cours, et pourtant il n'avait toujours pas été entendu. Donc là, à la moindre ouverture, il faudrait qu'il puisse être inscrit sur un fichier auquel seules les forces de l'ordre ont accès. Deux questions rapides pour terminer. Un, est-ce que la présidentielle de 2027, c'est le duel Mélenchon-Le Pen-Bardella inévitablement ou pas? Non, je crois que rien n'est inévitable. En revanche, je pense que le clivage droite-gauche est en train de revenir en France, que le centre n'a plus rien à dire au pays. Quand je dis le centre, je pense à la Macronie et à ses héritiers. On les entend à longueur d'émission. Moi, j'ai le sentiment qu'ils ne disent rien. En réalité, on nous propose plusieurs candidats, donc on a une carte de restaurant avec 15 plats qui ont tous le même goût, tous la même saveur. On s'y retrouve pas trop. À l'inverse, la droite et la gauche, je crois qu'il y a un grand retour. Après une tentative, je dirais par un duo entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, de sortir du clivage droite-gauche pour créer une sorte d'opposition qu'ils appelaient entre le bloc populaire et le bloc élitaire, ou les mondialistes contre les patriotes. Ils voulaient imposer ce clivage en France, ils s'y sont parvenus pendant 10 ans, au profit d'Emmanuel Macron. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de sortir largement de ce clivage pour revenir à un véritable clivage droite-gauche. C'est-à-dire sur 2 sujets. Le premier, je dirais, sur la question migratoire, avec une droite qui de plus en plus est coalisée autour de la volonté d'en finir avec ce modèle migratoire tel qu'on l'a accepté. C'est pas faux ce qu'elle dit, hein. Mais oui, encore une fois, ça me casse les couilles. Mais elle a raison sur le constat, les mecs. Hein. C'est vrai qu'on est sur ce retour-là. Après, évidemment, si elle va nous dérouler son projet politique, on va le connaître, son projet politique, on écoute. Depuis les années 70 moins en France. d'immigration, moins de dépenses publiques, c'est la classique. Je pense qu'on est les meilleurs représentants de refuser le socialisme économique, ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national sur de très nombreux aspects, notamment fiscaux, de refuser le socialisme économique et donc de s'opposer à ces 50 nuances de socialisme qu'on retrouve du centre jusqu'à la France. C'est ça. Le Reconquête ne fera jamais alliance avec le Rassemblement national dans le cadre si jamais il y a une victoire? Je pense que vous avez vu qu'on l'avait à de nombreuses reprises proposé en disant qu'il faudrait qu'on trouve un dénominateur commun. Ouais. Donc je pense toujours qu'il faut trouver un dénominateur commun et être capable de dire entendons-nous sur un programme minimal, c'est-à-dire si on fait alliance, n'augmentons pas les impôts, comme ils l'ont proposé lors du dernier budget, n'augmentons pas les dépenses publiques et au contraire ayons un plan massif de baisse des dépenses publiques, arrêtons l'immigration, ça je pense qu'on sera peut-être d'accord sur certaines mesures et encore. Mais c'est ouf quand même parce que à chaque fois qu'on veut proposer des mesures sociales pour protéger un minimum les classes populaires, les gens ils vont dire que c'est du socialisme à abattre, ça fait trop de dépenses, encore des milliards à donner, nanani, allez travailler. C'est tout le temps la même chose, là. C'est tout le temps pareil avec eux. En France, les hôpitaux ne marchent pas ou ils marchent moins bien. Donc on a besoin d'argent public, encore une fois, pour faire fonctionner correctement les hôpitaux. Les écoles, c'est la même chose. Le transport, c'est la même chose. Le logement, c'est la même chose. Encore une fois, la justice. Là, c'est la justice, les amis, qui fonctionne pas actuellement. Donc il faut encore une fois injecter de l'argent. Donc c'est ça aussi le socialisme. Donc excusez-moi, Madame Knafo, là où vous êtes dans l'erreur, c'est que oui, il y aura encore de l'argent dépensé. Encore une fois, il y aura encore de l'argent dépensé quand tu vois comment ça fonctionne.
peut-être pas toutes, mais en revanche, qu'on arrive à trouver avec toute la droite et davantage avec tous les électeurs, et là ce sera le but de l'élection, de réussir à trouver une majorité pour réussir à gagner et demain coaliser toutes les forces de droite, je l'espère, sur notre programme. Et Bardella, Marine Le Pen, c'est la même chose? Bah ça, eux seuls peuvent répondre. Je dis comme vous la presse. Non, vous êtes observatrice politique, vous pouvez répondre. Alors moi, dans ce que je vois, c'est qu'il y a des divergences. Après, tous les jours, ils montrent leurs divergences et le lendemain, ils viennent nous dire il n'y a pas une feuille de papier à cigarette. Il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la présidentielle qui arrive, ils seront obligés d'avoir un seul programme. Il n'y aura pas le programme de Jordan Bardella et à côté le programme de Marine Le Pen. Donc il y aura un seul programme, on pourra juger sur pièce et on regardera. En tout cas, nous, quand viendra la déclaration de candidature, la fameuse, on publiera un vrai programme chiffré, budgété. Chacun pourra se faire une idée. Là, ce sera clair. Une dernière question, parce qu'il nous reste une minute. Vous avez été à Vivatech, c'est le salon. Vous allez à Vivatech, c'est le salon des nouvelles technologies. Il va être beaucoup question d'intelligence artificielle. Il y a une tribune qui est sortie, qui est signée par des écrivains, où ils s'inquiètent d'ailleurs, en disant qu'ils condamnent un projet de société fondé sur la marginalisation de l'être humain. Il y a un philosophe, un chercheur aussi qui dans Le Point dit on va réfléchir à notre place et on va perdre nos capacités cognitives. L'IA, vous craignez l'IA ou pas? Je leur souhaite pas de perdre leurs capacités cognitives. Manifestement, ce sont des gens qui sont intelligents, donc je comprends même pas qu'ils aient aussi peur de l'intelligence artificielle. Ça me fait un peu penser à vous savez, on parlait des ludites, ceux qui cassaient les machines dans les usines parce qu'ils avaient peur que les machines les remplacent. Et puis finalement, de très nombreux ouvriers, des syndicats aussi, se sont aperçus que la création de ces machines-outils les aidait, rendait parfois les tâches beaucoup moins physiques, beaucoup moins difficiles. Moi, les gars, je pourrais pas attaquer l'IA. Peut-être que vous voyez des choses négatives envers l'intelligence artificielle, le chat, les chats GPT, les Claude, etc. Moi, je le vois comme un assistant. Je le vois comme une grosse bibliothèque avec des sources, encore une fois. Aller chercher la source aussi, parce que des fois les sources sont proposées, mais les sources sont parfois erronées. Donc je pense qu'à l'avenir, il y aura de moins en moins d'erreurs de l'IA. Même Mélenchon, même la France Insoumise, les amis, hein, même la France Insoumise pousse pour que le savoir à travers l'IA soit accessible au plus grand nombre. Parce que oui, les gens pensent que l'IA appartient aux élites, mais pas du tout les mecs, hein, pas du tout. C'est accessible à tout le monde l'IA. Hein. Claude, c'est mon bro. Par exemple, Joël, il est à fond sur l'IA les mecs, hein. Joël, le streamer Joël Postbad, il stream moi en ce moment, il charbonne à la mort ses projets professionnels autour de l'IA, il fait bosser Claude, il fait bosser ChatGPT, il fait bosser Gemini, je pense que dans mon chat vous utilisez aussi l'IA, la France Insoumise aimerait tourner son programme, proposer aussi quelque chose de politique autour de l'intelligence artificielle. Je pense que l'IA, faut le voir comme un allié, comme un ami, plutôt que comme un ennemi les mecs, hein. Merci Anis pour le sub, merci mon gars. Merci mon gars. Je sais pas. C'est mon avis. Peut-être que vous voyez l'IA d'un mauvais œil, les gars, mais je pense sincèrement que l'IA ne doit pas être un ennemi pour nous les mecs. Tout dépend de ton travail. Moi par exemple, je suis content quand je regarde des vidéos qui peuvent durer 1 heure, etc. Moi j'aime bien avoir l'IA qui me permet de résumer une vidéo. Donc oui, je suis un peu fainéant, j'ai besoin qu'on me résume les faits pour que je puisse bosser sur mes streams. C'est plus facile pour moi, ça me permet de gagner du temps en productivité ou aller faire autre chose. Des crêpes par exemple, j'en sais rien, ou une partie de League of Legends. Mais oui, je suis désolé les gars, je pense sincèrement qu'il faut pas voir l'IA comme quelque chose qui va t'abrutir. Je ne pense pas. T'as tout compris, donc là tu facilites ton quotidien. L'humain a toujours besoin de se faciliter son quotidien. L'humain a toujours besoin d'être bien dans son cerveau, dans sa vie, d'être assisté. C'est ça le bail. J'espère que ton discours ne va pas mal vieillir. On verra les mecs, hein. On verra. On verra ce que l'IA va nous apporter. Jean Drakeo, ça va ou quoi? Plutôt ok avec toi sur l'assistance de l'IA, ça facilite mais ça ne remplace pas. Bien sûr, moi ça me facilite beaucoup de choses sur mes streams déjà les mecs, hein, sur les vidéos, sur le montage de mes vidéos. Après, sur d'autres corps de métier, je n'ai pas encore répondu à la question, je n'ai pas encore d'avis très défini là-dessus, mais pour la création de contenu, l'IA est un outil de malade. L'IA est un outil de malade les amis, hein, vraiment. Vraiment. Le problème, c'est l'IA générative et les problèmes de propriété intellectuelle que ça engendre. On est d'accord là-dessus. Je peux te rejoindre là-dessus. Jure, un nouveau sub. Est-ce que tu as vu Midjourney médicale? J'ai vu. J'ai vu qu'il y avait aussi de l'IA dans les prochains moteurs graphiques des jeux vidéo. Donc l'IA va apporter quelque chose d'assez inédit dans la production de jeux vidéo. Donc les jeux vidéo de 2030, je pense qu'on va être choqués les mecs. Hein. Je pense qu'on va être choqués sur les jeux vidéo qui vont sortir en 2030. À voir. À voir s'il y aura des limites sur l'intelligence artificielle et les jeux vidéo, l'intelligence artificielle et la création de contenu.
l'utilisation aussi sur la fabrication de films aussi, hein, de films, les effets spéciaux, etc. Bon, on verra les mecs, on verra. Facile à faire. Donc finalement, il y a eu une sorte d'acceptation de ces machines. Moi, je regrette qu'aujourd'hui, on ait des écrivains qui devraient pourtant représenter la pensée européenne, occidentale, croire au progrès scientifique, à la modernité. Donc plutôt se demander comment est-ce qu'on l'accompagne. Désolé, mais l'IA dans l'art, c'est absolument pathétique. Les gars, je vous jure, les mecs, hein, vous allez peut-être pas le savoir, hein, mais les gars, je vous jure que GTA 6 sous IA, si par exemple 30% du jeu a été assisté par l'intelligence artificielle, vous allez quand même acheter GTA 6. Et arrêtez de faire les hypocrites. Vous dites que c'est pathétique. On veut bien. Moi, je veux bien avoir le débat, il n'y a pas de problème. Mais je vous jure que 30% de GTA 6 sous assistance IA, vous allez forcément acheter le jeu. Day one. Donc arrêtez de faire les hypocrites, les mecs. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. En tauren comme chaque triple A. Ah, d'accord. Ah, t'as la réponse facile, toi. Hein. Ah, t'as ton escape, hein. Ça fait 12 ans qu'il taffe dessus, pourquoi tu parles d'intelligence artificielle? Après les gars, l'IA date pas de 3 ans, hein. L'IA est omniprésent depuis facile, pas 10 ans. J'avoue 10 ans, j'abuse peut-être, mais vas-y, peut-être 7 ans, 7-8 ans à la limite. Donc je ne dirais pas ça. Hein. Trop cher GTA 6, j'ai pas les moyens. Ah merde. Il ne s'agit pas de devenir techno-BA et de tout accepter en disant ça va être formidable et formidable pour tout le monde, non. Mais plutôt comment est-ce qu'on, d'abord, il y en a déjà sur Waze, Netflix et Spotify. Devant ces outils qui sortent de terre, qui naissent de l'intelligence occidentale. Là encore, se dire, mais c'est magnifique ce qu'on est en train de réussir à créer. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Est-ce que ça veut dire que tous les points sont positifs, qu'il n'y aura pas d'enjeu sur l'emploi, que si on n'arrive pas à tout de suite prendre le pli, notamment sur des questions éducatives et universitaires, est-ce que ça signifie que tout sera parfait? Non. En revanche, ce qui est fait par la classe politique jusqu'ici, là, je serais d'accord, nous conduit à ne pas réussir à prendre cette révolution en marche et à en tirer tout le profit qu'on pourrait en tirer. J'ai publié un rapport sur la souveraineté technologique, j'avais été en charge de la souveraineté technologique au Parlement européen. J'invite chacun à aller voir toutes les propositions que je fais à ce sujet, c'est sur souveraineté-technologique.fr où je fais beaucoup de propositions, notamment sur comment est-ce que la France peut avoir le leadership sur cette question demain. Ça ira, merci, ça ira. On n'ira pas sur ton site, hein. Ça ira. Ça ira. Merci beaucoup, mais non merci.